Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme? Oui. Le séminaire est terminé? Non, il se prolonge jusqu'à jeudi. Ah, d'accord. Oui. Mais tu n'es pas parti aujourd'hui? Si, je vais y aller là, dès que je termine. D'accord, ok. Ça concerne quoi exactement, votre travail là-bas? C'est en fait une réunion technique entre les pays membres de la CIPRES sur la quoi question. la CIPRES? C'est la Convention interafricaine des établissements de sécurité sociale. C'est une organisation qui regroupe les organismes de protection sociale des pays d'Afrique francophone. Et là, vous débattez de quelles questions exactement? De la santé et la sécurité au travail dans le secteur pétrolier. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, en 2023, par exemple, notre pays avait été frappé par un accident sur un site pétrolier qui avait fait 5 morts. L'année surpassée, c'était au Nigeria où on avait eu aussi un accident dans un autre site pétrolier qui avait fait une 50aine de morts. Et donc, il s'agissait en fait de passer en revue toutes les procédures en matière de gestion de risques qui peuvent exister sur ces sites pétroliers-là. Parce qu'il faut savoir que l'activité pétrolière expose ceux qui la pratiquent à des risques qui soient chimiques, qui soient essentiellement chimiques, qui sont mécaniques, qui sont humains et qui sont quand même considérables. Donc, il s'agissait en fait pour les pays francophones, oui, qui ont cette activité pétrolière. Là, tous les pays francophones, même les pays qui ne sont pas producteurs de pétrole, ils importent du pétrole. Il y a une filière de distribution, de stockage, etc. Donc, il s'agissait de raffinerie. Donc, il s'agit de faire le tour de l'ensemble des mesures en matière d'hygiène, santé et sécurité. Juste faire le tour ou bien proposer des procédures? Non, mais quand on dit faire le tour, c'est aussi une question d'échange entre les différents participants, qui viennent de divers pays. Donc, il s'agit d'échanger, il s'agit de partager, il s'agit aussi de discuter sur des problématiques communes liées à cette question de la santé et de la sécurité au travail. Voilà. Ça va tenir pendant combien de temps? Bon, c'est jusqu'à jeudi. Au sortir, vous sortez avec quoi? Parce qu'au Gabon, on voit beaucoup les réunions, les séminaires, les conférences. On sort avec plus d'expérience. Ce sont des expériences qui sont partagées. On sort aussi avec plus de contacts parce que ça permet justement à tisser des liens entre les spécialistes de ces questions-là pour maintenir. C'est pour ça qu'il y a eu l'interafricaine de prévoyance des risques professionnels qui a été mise en place. Donc cette plateforme-là, en quelque sorte, pour permettre aux membres des organismes de protection sociale qui s'occupent de la question de la santé et sécurité, notamment dans le secteur pétrolier, d'échanger de manière permanente, de manière pérenne, pour que, évidemment, lorsqu'un pays fait face à ce genre de ou à une situation liée au secteur pétrolier, il saura à peu près comment s'en sortir en se basant sur l'expérience d'autres pays membres. Quelles sont les différentes parties qui prennent place à ce genre de séminaire? C'est des organisations tripartites en fait, en quelque sorte. On a les gouvernements, parce que ce sont les gouvernements qui mettent les lois et les procédures en matière de santé et sécurité. On a les entreprises qui sont dans ce secteur-là. Et puis aussi le gouvernement a un rôle de régulateur de l'activité. Donc on a les entreprises aussi qui sont dans ce secteur-là parce que c'est leur secteur d'activité. Et puis on a les salariés qui sont aussi dans ce secteur-là, qui sont exposés à ces risques-là et qui font face à ces dangers-là. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que les différentes parties se sont retrouvées. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va revenir sur une réunion qui s'est tenue à Madrid dimanche dernier entre les pays arabes, les pays européens, justement sur la question de la bande de Gaza. Il faut savoir que ça fait quasiment près de 1000 jours que Israël pilonne la bande de Gaza au motif qu'ils veulent éradiquer le Hamas, même si on ne sait pas concrètement ce que ça veut dire. Mais ce qui est intéressant dans la réunion de Madrid, c'est qu'au sortir de là, on commence à véritablement sentir une forme de lassitude de la part des soutiens occidentaux d'Israël. C'est-à-dire que, étant donné le fait qu'on approche déjà les 60 000 morts, dont les 3 quarts sont principalement des civils, principalement des femmes, des enfants, et
et des personnes âgées, il semble de plus en plus difficile pour les opinions publiques, notamment occidentales, de continuer d'accorder un soutien indéfectible à ce gouvernement de Benyamin Netanyahou. D'autant plus que celui-ci montre des signes d'inquiétude qui laissent croire que véritablement Israël sort du cadre démocratique qui a toujours été le socle sur lequel les pays occidentaux ont toujours basé leur soutien. Il faut savoir que, par exemple, Benyamin Netanyahou, sur le plan intérieur, faire face à des combats qu'il mène contre la procureure générale concernant la nomination du patron du renseignement intérieur, le Shin Bet, parce que selon les dispositions des lois israéliennes, ce n'est pas à Benyamin Netanyahou de nommer le patron du Shin Bet. Donc, en dépit de cela, il a décidé de placer une de ces personnes qui lui est proche. Et donc, des violations, il faut aussi savoir que Benyamin Netanyahou avait lancé un certain nombre de projets de texte qui visaient à changer ou à, disons, diminuer le pouvoir des juges, notamment dans la manière dont ils pouvaient contrôler l'action de l'exécutif, donc l'action du gouvernement. Et donc, il faut savoir que les juges ou les conseillers juridiques du gouvernement sont totalement indépendants du politique en Israël. Et donc, c'est cette indépendance des juges-là, cette indépendance des magistrats qu'il voudrait enlever pour les mettre sous la coupe des politiques et ainsi permettre de pouvoir continuer ces actions sans plus avoir une forme d'obstruction de la part des magistrats. Donc, tout ça, ce sont des signes qui inquiètent. Et d'autant plus que derrière, en réalité, on ne connaît plus les vrais buts de guerre de Benyamin Netanyahou. Au départ, c'était pour éradiquer le Hamas. Deuxièmement, c'était pour aussi mettre la main sur les otages, ou du moins ceux qui restent vivants et pour ceux qui sont décédés. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, et ça à 2 reprises, Israël a fait capoter des accords qu'ils auraient pu avoir avec le Hamas sous l'égide des États-Unis. Un accord sous Joe Biden qui a été au dernier moment balayé par Benyamin Netanyahou, un deuxième accord qui avait été négocié à Doha au Qatar par l'administration Trump et qui aussi était balayé d'un revers de main par Benyamin Netanyahou. Donc on voit très bien que, en fait, la réalité, c'est que Benyamin Netanyahou ne veut pas arrêter la guerre. Pourquoi ? Parce que pour des questions de politique interne, il s'est allié à l'aile la plus dure de l'extrême droite israélienne. Et donc c'est cette extrême droite-là qui tient son gouvernement. S'il refuse de parvenir, de poursuivre la conquête de la bande de Gaza avec pour objectif de chasser l'ensemble des Palestiniens qui sont là. Ils espèrent peut-être les envoyer soit vers l'Égypte, soit vers la Jordanie. Et on parlait même parfois de les envoyer même beaucoup plus loin que ça. Et donc ça, évidemment, ça c'est des choses qui sont totalement inacceptables pour la communauté internationale parce que déjà frappé par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre, sa volonté de déplacer les populations, c'est ce qu'on appelle du nettoyage ethnique, et ça aussi c'est condamné par le droit international. Et donc, de plus en plus de violations de droit international avec des objectifs militaires qui sont totalement maintenant imperceptibles, incompréhensibles, derrière avec un relent politique qui est de plus en plus radicalisé, de plus en plus poussé vers les extrêmes, font qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, la plupart des opinions commencent véritablement à en avoir assez de ce Premier ministre-là, qui apparemment n'en fait qu'à sa tête et surtout qui se fiche totalement du droit international. Or, le soutien des pays occidentaux à Israël était justement basé sur le fait que Israël était considéré comme la démocratie dans le Moyen-Orient et que donc si c'est une démocratie, donc ils respectent l'état de droit et donc ils sont censés respecter le droit international. Or, Israël, qui est le principal allié occidental dans cette région, est le premier État à bafouer le droit international et pire encore, on voit que cet état de fait est accentué par le fait que depuis quasiment 2 mois, Israël laisse entrer au compte-gouttes l'aide humanitaire. Donc il y a une impossibilité pour les Gazaouis qui sont blessés, qui souffrent de fractures multiples liées aux divers bombardements intensifs de l'armée israélienne, de pouvoir sortir et aller se soigner. Deuxièmement, il y a une entrée vraiment parcimonieuse
de l'aide humanitaire qui fait que les 2 millions de Gazaouis sont face à un risque réel de famine et donc peuvent mourir du fait de l'absence de nourriture. Et puis troisièmement, en dépit des appels de la communauté internationale, Israël et surtout Benjamin Netanyahou campe sur ses positions, prétextant que tant qu'il n'a pas terminé d'éradiquer le Hamas, il n'arrêtera pas sa guerre. On a du mal à comprendre cet objectif-là, d'autant plus que Israël a atteint en termes d'affaiblissement ses objectifs en réalité. L'Iran est affaibli, le Hezbollah aussi, Liban est affaibli, les Houthis au Yémen sont affaiblis et le Hamas aussi, en dépit de ce qu'on pourrait croire, dans la bande de Gaza est affaibli. Et donc de ce point de vue, on ne comprend plus en réalité, d'un point de vue de la politique extérieure, de la politique sécuritaire d'Israël, pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou persiste dans cette guerre? Tout simplement parce que c'est la seule manière dont il dispose pour pouvoir continuer à bénéficier de l'aile la plus extrémiste, comme je dis, des politiques israéliennes qui soutient son gouvernement. Donc sans ce soutien-là, son gouvernement tombe et donc il pourrait maintenant s'exposer, lui, en tant qu'individu, à des poursuites pour des délits d'initiés, pour des faits de corruption. Et donc, tant qu'il est Premier ministre, il bénéficie d'une immunité qui le rend judiciairement intouchable. Et donc, il continue à tout faire pour continuer à bénéficier du soutien de l'extrême droite pour rester au pouvoir. Mais ça, évidemment, c'est une position qui est de plus en plus difficilement tenable pour Israël au regard de l'ampleur des dégâts qui ont été infligés à la bande de Gaza, au regard du bilan humain extrêmement lourd, près de 60 000 morts infligés aux civils gazaouis. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, certains pays européens commencent pour la première fois à remettre en cause leurs relations et leur soutien avec Israël. Des pays comme l'Espagne demandent notamment la suspension d'accords d'association que l'Union européenne a avec Israël pour justement obliger Benjamin Netanyahou à revoir sa position, notamment sur la bande de Gaza, et appelle également à des sanctions ciblées sur certaines personnalités du gouvernement israélien qui sont parmi les plus radicaux. Et donc, là, on voit pour la première fois, évidemment, que la position des États européens commence à changer. Mais est-ce que ce sera suffisant? Ça, j'en doute fort, puisque au sein des pays européens, il y a encore des pays qui continuent à soutenir de manière indéfectible Israël, comme le cas de la Hongrie de Viktor Orban, qui se positionne sur Donald Trump, qui adopte la position de l'administration Trump, qui continue de soutenir sans aucune retenue l'administration Biden. Et donc, sans l'unanimité des 27 de l'Union européenne, il est peu probable que cet accord d'association-là puisse être suspendu. Mais ce qui change véritablement, c'est que pour la première fois, depuis plus d'un an que dure ce conflit-là, on commence à voir des sons de voix discordantes à l'intérieur de l'Union européenne, qui avait jusqu'à présent eu à l'unanimité une position de soutien sans faille et indéfectible vis-à-vis du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et c'est justement sur ces divisions-là que le gouvernement israélien voudrait jouer, en essayant de les accentuer, en essayant de maintenir d'un côté la Hongrie de Viktor Orban et quelques pays satellites, notamment des pays baltes, qui continuent à se ranger sur la position de l'administration Trump pour évidemment continuer à soutenir Israël, et d'un autre côté, des pays de l'Europe méditerranéenne qui ont un long passé diplomatique et de relations historiques avec des pays arabes et qui ont du mal aussi et qui font face à une montée au niveau des opinions publiques, de leur opinion publique respective, d'une forme de contestation de l'alliance ou du soutien indéfectible que les gouvernements ont toujours accordé au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Pour l'instant, on voit que les choses commencent à bouger, mais est-ce que ça va aboutir à de véritables sanctions, par exemple, contre Israël? Pour l'instant, je pense qu'il serait trop tôt pour le dire, mais véritablement, on voit quand même que les choses commencent à bouger. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.